en studio. Bonjour, Oscar. Bonjour, José. Bonjour, Mme Ross. Allô. Je trouve votre sujet super intéressant parce que j'ai l'impression que au niveau des bourreaux, les gens, par exemple, dans des situations, dans la vie personnelle, quand on décide d'être en relation avec un bourreau, que ce soit dans une situation amicale ou une situation amoureuse, c'est simplement qu'on va vers notre zone de confort. On va simplement répliquer un modèle avec lequel on a vécu toute notre vie ou à peu près. Ça, vous marquez un point, là. C'est un modèle. Vous répondez à un modèle, à quelque chose que vous connaissez. Ça, c'est un point crucial. Puis la plupart du temps, ça c'est fait de manière inconsciente. Mais des fois, pas tant que ça, parce que on va essayer, de retrouver, je sais pas, notre père ou notre mère dans cette relation-là. Tu sais, quand on est encore quand on est encore pris avec nos traumas. Puis ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on peut, à tour de rôle, occuper les deux rôles. Admettons, si on regarde, par exemple, je vais donner un exemple cliché, là, mais une femme qui se ramasse avec un homme dominant, où est-ce qu'elle est la victime. Puis là, après ça, après quelques années, ben, elle va le laisser parce qu'elle va être écœurée de se faire écraser, mais elle va changer du tac au tac pour un gars qui va être plus tapis. Ou est-ce que ça va être elle qui va écraser, justement? C'est un scénario très possible. Ouais, je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas habitué, puis le doc le disait souvent, à avoir des relations égalitaires. Où est-ce que tu parles avec respect, finalement. C'est évidemment, quand il y a un bourreau, il y a zéro respect, là. N'empêche, malgré les comportements là, pour s'excuser, les fleurs, les je t'aime, etc. Là. Ouais. Mais tu sais, souvent, les hommes, vous faites dire t'es trop un bon gars. Tu sais, c'est quoi ça, une femme qui veut pas d'un bon gars dans sa vie, là? Mais c'est comme si ça sort de sa zone. Elle n'a pas connu ça, des bons gars. Elle a besoin de, je sais pas trop. Ouais. Moi, je le comprends comme t'es trop un bon gars, mettons. Parce que moi, j'ai déjà été dans cette situation-là où est-ce que les femmes voulaient juste être mon ami. Où est-ce que j'étais le bon gars de service. Autrement dit, moi, ce que j'en comprends maintenant, c'est que j'étais trop un tapis. J'étais trop comment est-ce que je peux... Ben, c'est ça, à la disposition de. Trop gentil. C'est ça. Ouais. Puis l'équilibre est mince entre je m'affirme puis je m'écrase. C'est pas. Ouais. Mais ça se peut être juste gentil aussi, puis attentif à l'autre. Puis pourquoi ça, ce comportement-là, ça passe pour faible? Hein? C'est Être gentil. Puis là encore, c'est une question d'équilibre, comme Oscar, tu viens de dire. Je suis gentil jusqu'à une certaine limite. Si tu me piles sur l'orteil, tu me fais mal, je suis plus gentil. Tasse! C'est ça, l'équilibre en tout. La gentillesse, oui, on la priorise absolument. Vous autres, vous dites que c'est pas populaire, puis c'est pas d'hier. C'est l'attirance pour des gars qui sont costauds, mais ne sont pas nécessairement gentils. Garde! Mais la gentillesse équilibrée, où tu es bien dans ta gentillesse, tu dis, elle a les limites, ma gentillesse, si tu m'amènes là, ça ne marche plus, tu as dépassé ma limite, tu te fais respecter, puis on revient à ce que Oscar disait, les relations égalitaires. Oui, je suis gentil. Puis qu'est-ce que ça va commander? Bien, ça va commander des réactions gentilles chez l'autre personne. Puis si le gentil s'affirme, l'autre va s'affirmer, et là, on arrive à quelque chose de constructif. Comprends-tu? Ouais, j'ai envie de passer le commentaire aussi, gars. J'ai connu une fille qui a dit à son chum que s'il ouvrait la porte, ça serait un turn-off solide. Pourquoi une femme n'est pas capable d'accepter la galanterie, la gentillesse? Ça, je pense, ça en dit beaucoup. Oui. Sur le trauma intérieur, sur sa valeur, sa féminité, c'est je pense que ça en dit beaucoup. J'ai l'impression que c'est culturel, ça. Parce que. Non. Canadienne française, comme disait le doc, puis moi, là, j'adore ça, moi, les gestes de galanterie. Oui. Mais José était exceptionnel. C'est ça. Je pense pas que c'est culturel. Parce que moi, ma copine, avec qui je suis encore d'ailleurs, elle est d'origine mexicaine, puis elle a dit que c'est tout le contraire dans son pays. Admettons que l'homme
par distraction ou pour raison XY, il ouvre pas la porte, c'est la catastrophe, là. Et là, puis la Mexicaine, elle va gueuler et tout, là. Tu sais? Donc, c'est pour ça que je pense que c'est culturel, mais ouais. Mais ici, au Québec, on a eu une vague, on va le dire. Une vague qui a quand même été nécessaire, mais plus maintenant, je pense. Mais en tout cas, la vague de féministes enragées. Là, Oui. là c'était gars, je suis capable de l'ouvrir, ma porte, t'as pas besoin de l'ouvrir. Si tu me l'ouvres, tu penses que je suis plus faible que toi. Tu sais, c'était comme très toxique comme discours. Mais là, rendu en 2024, je me demande où il y a peut-être l'exemple de la mère. Tu sais, pour la fille, là, sa mère, elle aime-tu ça, se faire ouvrir la porte? Sa mère, est-ce qu'elle apprécie les gestes? Il y a peut-être de ça aussi. Ça a été élevé en se disant, hey, t'es capable, t'as pas besoin d'un homme dans ta vie, t'as pas besoin de. Tu sais, il y a peut-être de ça, là. Il y a la place pour la délicatesse. Il y a de la place pour la délicatesse. Puis les femmes se sont peut-être gourées, les femmes qui ont adhéré à des mouvements extrémistes. On parle d'équilibre. Les mouvements extrémistes, on va dans des excès. Quand tu es enceinte, tu es à la fin de ta grossesse, tu es rendu à 8 mois de grossesse, tu es comme ça, tu l'apprécies, la délicatesse, c'est naturel. Puis un homme qui n'est pas protecteur qui étouffe, là, protecteur gentil, protecteur, je t'accompagne, il va l'ouvrir la porte. Puis après ça, quand tu as le petit bébé, tu as le paquet de couches, que ton conjoint, que ton ami ouvre la porte, tu l'apprécies. Janine, même quand tu n'as rien dans les mains, c'est le fun, pareil. C'est un beau geste. Ben oui. Moi, je me rappelle d'un reportage, Oscar, je ne sais pas si tu t'en souviens, on en avait parlé dans le temps avec le doc. Il y avait eu un gros reportage dans le journal de Montréal, de Québec. Il y avait des jeunes femmes qui trouvaient ça harcelant parce que quand ils étaient assis sur des terrasses, il y a des hommes qui essayaient ils leur disaient qu'ils étaient belles, puis qu'ils leur... Tabarouette, on dirait que c'est difficile, là. Tu sais, je ne sais pas si c'est une question de génération. Oscar parlait de culturel. C'est une génération, encore là, je ne veux pas généraliser, mais c'est pas facile d'être un homme, là, en 2024. Là. Comment approcher une femme? Comment juste lui dire qu'elle trouve jolie ou qu'elle trouve sans brusquer la femme? C'est pas évident. Oscar, je ne me rappelle pas dans quelle catégorie d'âge que tu es. Moi, j'ai mi-trentaine. Bon, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que, depuis le MeToo, là, est-ce que c'est plus difficile ou bien ça se replace? Oui, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en couple. Mais, en fait, je pense que le MeToo, ce serait l'excuse facile pour les goujats ou pour les gars qui sont pas à l'aise d'aborder. Parce que moi, personnellement, j'ai fait quelques ajustements, mais pas grand-chose, tu sais. C'est-à-dire que, puis je pense que tu t'en souviendras de l'épisode, José, j'avais appelé le doc à un moment donné parce que justement, j'avais été déplacé sur une rencontre. Puis c'est juste dans le bon sens. Et comment je peux dire ça? Il m'avait suggéré, par exemple, avant d'approcher les contacts physiques, c'est juste m'assurer que la personne était à l'aise, puis d'abord commencer par des zones qui étaient socialement acceptables, donc la main, par exemple. C'est ça je me rappelle que le doc parlait de ça. Ouais. Prendre la main, picoter la main. Puis, fait que, je pense que même en 2024, mais surtout en 2024, je pense que le MeToo a donné comme un électrochoc pour dire ça suffit les tout croches, les goujats qui ont pas de délicatesse dans les rapports, dans le rapport amoureux. Après, ben, c'est juste une question de jugement de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans la situation, puis c'est le niveau d'ouverture de la personne aussi dans la situation. Là, donc, en conclusion, je pense pas que à cause du MeToo, les gars sont paralysés. Là, je trouve que c'est une excuse facile, en fait. Okay. Oui, il y a un point là-dedans. Mais tu vas pas au premier contact mettre la main aux fesses. Hein? Ben non, mais ça c'est du sens commun. C'est une évidence. C'est ça. Mais oui. Ouais. Tu sais, le MeToo, dans le fond, c'était dans des contextes de travail, de cinéma, puis tout ça, où il touchait les filles pour avoir... Tu te laisses toucher pour avoir un job. Ou ça vient avec la job. C'était même plus ça. Ça vient avec la job. C'était terrible, là. C'est terrible. Puis ça se fait encore, évidemment, mais les gens sont plus gênés. Il y a des ajustements de relations hommes-femmes qui se font, puis sont beaucoup plus sains.
Je le pense, je l'espère, je Ouais. le souhaite. Hein? Oui, oui. Donc, Il y a des choses qui se feraient plus. Encore là, jadis naguère, moi, j'ai un patron. À chaque fois qu'il y avait un party, José, on se French dessus, là. C'était tout le temps ça. OK? Ouais. Puis là, à un moment donné, il arrive, c'était le festif. Fait qu'il dit, passe. Puis là, les gens commençaient à partir. Il dit, t'es capable de nous passer tout ce plateau de shooter-là, je t'offre ce que tu veux. Ce que je veux. Il dit ce que tu veux. Fait que là, c'est une augmentation de salaire, je sais pas. Fait que là, je passe tout le plateau de shooter. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Le respect. Que t'arrêtes de... C'est ça. C'est ça. C'était terminé. Fini. Après, c'est un an après, je perdais ma job. Comme par hasard. Le shooter ça a été fini. Le shooter avait passé de travers pour lui. Mais c'est de l'échange que naît la lumière, c'est la compréhension et tout ça. Si vous dites les filles qui sont féministes, il y a tellement eu, et il y a encore, qu'on se cache pas, là, de l'inceste. La prédation sexuelle chez les petites filles, elle reste marquée à vie. C'est su. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce que cette femme-là a vécu? Elle a ses raisons. C'est sûr que plus tu vas dans la colère, moins tu trouves de solutions constructives. Mais il faut peut-être passer par la colère. Mais il y a tout ça. Il y a tout ça comme background. Il y a des filles qui ont été incestuées, qui ont été victimes sexuelles, puis qui ne savent pas encore se défendre parce qu'on ne leur montre pas, parce qu'on ne les reconnaît pas comme victimes. Il faut reconnaître qu'on a été victime. Il faut reconnaître, il faut que les proches reconnaissent que... Tu sais, c'est pas une guerre homme-femme. Les hommes normaux, des hommes sains, des hommes équilibrés, il y en a oui. heureusement. Mais les autres, il faut les spotter. Bon. Comme les femmes, il y a des femmes tout croches aussi. Bon. Non. C'est spotter. Non. On met des ça deux côtés. Exactement. Oui. Hey, Oscar, ça a fait un plaisir. Merci. Vraiment. On a maintenant Samuel qui est avec nous. Bonjour, Samuel. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je voulais un petit peu, comme dans les commentaires que j'ai vu passer, il y a le phénomène des nouveaux bourreaux virtuels, entre autres sur la plateforme TikTok, qui prend une ampleur criminelle et très, très agressive qu'on n'avait pas il y a quelques années. Il y en avait sur Facebook, il y en avait sur d'autres plateformes et tout, même sur YouTube. Puis vous en faites, à moindrement que tu es visible, que tu as une plateforme, tu as des commentaires, que bon, tu peux perdre le contrôle. Mais là, il y a même des groupes, des sous-groupes là-dedans qui sont spécialisés. C'est des groupes de bourreaux, carrément. C'est une gang de bourreaux qui se ramassent sur TikTok, qui ont des affinités professionnelles de bourreaux, parce que ça fait quelques années même qu'ils se tiennent ensemble, qu'ils se connaissent. Puis, ils vont attaquer quelqu'un, mais en gang, carrément, là, en groupe, puis avec des propos, mais totalement des fausses accusations de pédophilie, d'inceste. Oui, c'est très grave. On appelle ces groupes-là, est-ce qu'ils sont à visage ouvert ou bien... Il y en a que oui, il y en a que non, ou souvent c'est des fausses identités, ou tu sais, ils ont un visage, mais c'est pas eux, parce que sur TikTok, tu peux prendre plusieurs personnalités ou plusieurs façades, si on pourrait dire. Là. Fait qu'ils se cachent souvent sur des fausses. On dirait que c'est des vraies identités, mais en fin de compte, c'est des fausses. Mais il y en a qui vont avec leur vraie identité ou semi-vraie. Puis même, il y a un des groupes leaders là-dedans, que le leader, c'est un psychologue. OK. Il y a des travailleurs de la santé là-dedans, mais là, ils vont jouer souvent un petit peu sur la facette de l'humour noir, ou peu importe, de niaiser des gens qui sont en difficulté de maladie mentale là, ou en séparation. Mais on est-tu dans les divergences politiques, puis on se sert de tout ça pour intimider, ou bien c'est gratuit? Bien, il y en a que oui, mais quand ça reste à la politique, bon, tu peux t'ostiner sur le Parti conservateur, libéraux ou sur Trump ou peu importe. Oui, il y a ça. Puis ça peut s'insulter, il y a ça, mais il y a tout l'aspect vraiment intime et d'acharnement aussi de plusieurs mois
puis d'une manière quotidienne qu'avant, là, que tu avais un bureau, bon, tu fréquentes une mauvaise personne, tu fais un mauvais choix d'une femme ou d'un homme, ou dans ta famille ou à ta job, mais ça se limite à ton cercle de vraie vie, si on pourrait dire, là, de vie réelle. Là, ça ouvre tout un pan que tu peux avoir un groupe de centaines de personnes qui vont t'harceler quotidiennement, puis ça n'arrête pas, là. Ils vont aller dans ta vie privée, puis s'ils commencent à perdre un petit peu le hook, je te dirais le crochet, là, tu sais, l'emprise sur toi, ils vont s'en prendre dans tes proches. Ils vont s'en prendre dans tes conjoints. Samuel, est-ce que tu parles en connaissance de cause? Est-ce que c'est quelque chose Oui, que ça tu s'est as déjà passé hier vécu soir, toi-même? entre autres. Ben, pas personnellement, c'est que Est-ce que c'est toi qui en as été victime? v'là une dizaine d'années sur Facebook, quand j'avais commencé à faire des lives, j'ai eu un petit peu, mais ça commençait les lives. C'était pas encore structuré comme ça. C'est que j'ai eu on appelle ça un beef là, sur les internets, là, un genre de controverse, peu importe. Ça s'est rendu jusqu'en cours, là, tu sais, c'est avec des fausses accusations et tout. Sauf que là, ça s'est transformé depuis les dernières années sur la plateforme TikTok, entre autres, mais d'une agressivité qui fait qu'il y a des gens qui ont des tentatives de suicide, qui ont ils ont une pression énorme. Écoute, il y a des gens qui se mettent en groupe à appeler à des dizaines de fois aux employeurs ou à job ou pour faire perdre l'emploi à la personne. Que font ces gens-là de leur vie? Ça n'a pas de sens. C'est de la délinquance. C'est l'équivalent de la meute qui se jette sur une proie puis qui ne lâche pas. Exact. C'est pas des gens qui travaillent fort, on s'entend, là, comme disait ici, c'est des gens qui s'ennuient, là. C'est sûr que ce pas des gens qui font de nombreuses heures par jour et tout, mais peu importe qu'est-ce qu'ils font, c'est au niveau du résultat, ils vont faire des fausses accusations au niveau de l'impôt, au niveau du fisc. Ça amène des enquêtes. Supposons que tu as une entreprise, ils vont faire des fausses accusations, ils vont faire on appelle ça en anglais des races, là, des mauvaises étoiles sur Google ou peu importe. Tu sais, ça peut détruire. Comment vous voyez ça? OK, on va penser à la stratégie défensive. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous l'avez vécu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sors des réseaux d'abord, j'imagine, à un moment donné, quand ça devient insupportable, puis ça te mène quasi au suicide. Ouais, tu sors de l'arène, là. Tu sors de l'arène, tu sais, c'est ça. D'autres stratégies, en voyez-vous d'autres? C'est ça que je pensais, mais c'est pas ça qui se passe. C'est un phénomène un petit peu drôle, tu sais, un petit peu comme la femme battue qui va rester avec l'homme battu, puis qui va, ou si elle sort d'une relation avec un homme battu, va en choisir un autre, mais même pire. C'est ça que je constate. Et moi, je suis spectateur comme comme des milliers, des dizaines de milliers d'autres. C'est comme une télé-réalité qui se passe quotidiennement, surtout en soirée, je vous dirais, mais ça peut durer toute une nuit, là. Mais Samuel, tu sais, pour répondre aussi à Janine, TikTok, je connais moins, mais Facebook, là, on n'est pas obligé d'accepter tout le monde là, sur notre page puis sur nos. Non. Moi, ça arrive. J'ai une liste de monde que j'ai bloqué. Je ne suis pas obligée. Des endurés m'insulter, là. Fait qu'à partir du moment qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus me rejoindre, ils ne peuvent plus commenter rien de mes affaires, ils ne peuvent plus rien voir de ce que je fais ou de ce que j'écris. Fait que ça peut être une solution. Ça se fait sur Facebook, oui, mais sur Facebook, entre autres, sur Facebook, il y a une limitation de 20 faux profils. Fait que tu vois, pour les haters, je te dirais, ceux-là qui sont intenses, qui sont professionnels, puis là, sont en gang, ils se font des comptes illimités de faux profils pour revenir surenchérir, que tu vas les bloquer pendant ton émission comme présentement, ils vont revenir peut-être 50 fois. Avec 50 faux comptes, avoir des commentaires. Puis là, c'est pas seulement ça, c'est qu'ils vont avoir des commentaires contre vous, contre Janine ou contre toi, ou contre le doc, ou peu importe, mais ils vont s'y prendre avec les followers aussi, ou des gens qui vont commenter en bas, qui vont avoir du harcèlement avec les commentateurs. Ouais. OK. Mais en tout cas, merci de l'avoir partagé, Samuel. C'est un autre point, effectivement. C'est les bourreaux de 2024.